Henri Désiré Zouzi, expert en relations internationales, initiateur de événements diplomatiques, économiques et entrepreneuriaux à l'échelle nationale et mondiale, comme le networking, collaborateur de nombreux médias internationaux, orateur international, ainsi que coproducteur du JT diplomatique, est un stratège reconnu des affaires diplomatiques et des dynamiques des relations internationales. Qui justifie amplement la présence du Rwanda à la table des discussions, c'est bien évidemment la rencontre du 18 mars à Doha entre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue rwandais Paul Kagame. Il vous donne rendez-vous depuis New York, aux États-Unis d'Amérique, pour une analyse pointue du journal diplomatique, explorant les enjeux d'actualité en matière de relations internationales et leur influence sur l'écosystème politico-social mondial. Il y a ce qui est apparent et ce qui ne l'est pas. Il y a eu beaucoup de travail en coulisses, notamment de la part des Américains, au-delà évidemment de leur, intérêt. Au sommaire de nos échanges, le communiqué conjoint de Doha entre la RDC et le AFCM 23 appelle à lire entre les lignes pour en saisir les véritables enjeux. À Washington DC, la déclaration de principe entre la RDC et le Rwanda suscite de grandes attentes quant aux actions concrètes à mener. Par ailleurs, les funérailles du pape François deviennent un moment d'influence diplomatique majeur. Enfin, le plan de paix proposé par Trump pour l'Ukraine soulève le dilemme. S'agit-il d'une capitulation de Kiev ou d'une solution de paix durable ? It's not going to be easy, but it is important. Having both of my counterparts here, the foreign ministers of these respective countries, demonstrates the beginning of a strong commitment. En direct de New York aux États-Unis d'Amérique, Henri Désiré Zouzi est reçu par Symphorien Katende, journaliste de Wanjila Connect, le média panafricain, depuis Dallas, dans l'État du Texas, aux États-Unis d'Amérique. Henri Désiré Zouzi, nous vous saluons. Bonsoir, merci infiniment de m'accueillir. Rendez-vous ce mercredi 7 mai 2025 à 16h, heure de New York, 15h, heure de Dallas, et 21h, heure de Kinshasa, pour une analyse dans le JT diplomatique face à l'actualité internationale. Alors, je pense que pour se forger une opinion sur les 100 jours de Donald Trump, il faut le faire à l'aune des décisions qu'il a prises depuis Suivez-nous à Kinshasa sur Géopolis TV, ainsi que sur notre plateforme YouTube Wanjila Connect, tout en activant la cloche de notification pour ne rien rater, et rejoignez le débat. Nous avons reçu pour vous Henri Désiré Zouzi, qui est expert en diplomatie internationale et producteur associé du JT diplomatique. Wanjila Connect, connecter l'Afrique au monde. De partout vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique pour ce nouveau numéro. L'actualité internationale tourne autour des 100 jours du président américain Donald Trump. Les négociations entamées aux États-Unis d'Amérique entre les États-Unis d'Amérique, le Rwanda et la République démocratique du Congo pour trouver une solution à l'est de la RDC. L'Ukraine, le plan de paix de Donald Trump. Vous avez toutes ces questions internationales, diplomatiques, qui seront décortiquées dans ces JT diplomatiques en connexion entre l'État du Texas à Dallas et New York, où nous allons rencontrer l'expert en diplomatie internationale, spécialiste en questions internationales, Henri Désiré Zouzi, que je m'en vais saluer. Henri Désiré Zouzi, nous vous saluons. Bonsoir, merci infiniment de m'accueillir. Henri Désiré Zouzi, en ce moment, vous vous retrouvez à New York. Premièrement, quel est l'objet de votre présence aux États-Unis d'Amérique, plus précisément à New York? Alors, je suis là pour des raisons professionnelles parce que je collabore avec certains organismes qui précisément traitent des questions internationales. Et la deuxième raison, c'est que je suis en fait en transit pour Washington, où je vais aller à la rencontre de mes amis et de la grande famille de Voice of America pour leur apporter mon soutien, car comme vous le savez, il y a de cela quelques semaines, il y a eu cette décision du président Trump qui a très très vite d'ailleurs été d'une certaine manière annulée par
un jugement. Et donc, je suis surtout ici aux États-Unis pour des raisons professionnelles et de solidarité à l'égard de la grande famille de VOA. Débutons avec le tout premier sujet de notre JT diplomatique de ce jour en connexion entre l'État du Texas à Dallas et New York. Communiqué conjoint RDC-AFC 1-23 à Doha le 23 avril. Un cessez-le-feu immédiat a été signé à Doha entre le gouvernement de la RDC et l'AFC M23 sous médiation qatarienne. Toutefois, au 30 avril jusqu'aujourd'hui, des combats persistent dans le sud Kivu et autour de Goma. Malgré les engagements, la réalité sur terrain montre une implémentation fragile et une méfiance mutuelle. Henri Désiré Nzouzi, comment garantir la mise en œuvre efficace du cessez-le-feu alors que la confiance entre les belligérants demeure limitée? Ainsi, quels dispositifs régionaux ou internationaux recommanderiez-vous pour superviser le respect de cet accord de Doha en toute impartialité? Henri Désiré Nzouzi. Bon, d'abord, il n'y a pas eu d'accord. Il faut bien mettre les choses au point. Il s'agissait d'un communiqué conjoint qui annonçait une trêve qui pouvait, le cas échéant, créer les conditions d'un cessez-le-feu. Je veux dire que ce communiqué conjoint, dès sa signature, était d'une extrême fragilité parce que aucun mécanisme n'a été mis en place précisément pour veiller à ce que les différentes étapes pouvant amener précisément au cessez-le-feu soient respectées ou mises en place. Je pense que là encore, il y a eu énormément de défaillances au niveau des signataires et de la médiation. On ne décrète pas comme ça une trêve. Il faut s'assurer sur le terrain qu'il y a des mécanismes en capacité de vérifier l'effectivité de ce cessez-le-feu. On a vu au contraire le M23 se renforcer, récupérant ça et là quelques localités. C'est extrêmement dommage. Et encore une fois, nous sommes dans la règle du fight and talk. Est-ce que la signature de ce communiqué conjoint ne dénotait pas d'une certaine bonne volonté à pouvoir converger vers un Probablement de la part de la RDC, mais certainement pas de la part du M23 qui nous a toujours habitués à ces entourloupes. Le M23 n'est pas du tout, je dirais, pas un partenaire, mais disons une partie sérieuse. Elle aura toujours à cœur de sortir du cadre convenu et de faire monter les enchères. Ce n'est pas un interlocuteur fiable, malheureusement. Déclaration de principe RDC-Rwanda du 25 avril 2025. La RDC et le Rwanda ont signé à Washington une déclaration de principe sous médiation américaine. Elle exige notamment le retrait des troupes rwandaises, mais des rapports onusiens relèvent leur maintien dans l'est du pays. La question, Henri Désiré Nzouzi, quel levier diplomatique devrait être mobilisé pour assurer le retrait réel des forces rwandaises du territoire congolais, ainsi que quel rôle peut encore jouer la communauté internationale, notamment les États-Unis d'Amérique, pour empêcher une reprise à grande échelle du conflit? Henri Désiré Nzouzi. Écoutez, encore une fois là, il n'y a pas eu d'accord signé. Il y a eu une déclaration de principe avec un certain nombre de points qui doivent faire l'objet de discussion. Je note par ailleurs que la date du 2 mai qui avait été annoncée de manière un peu, je dirais, bruyante par les États-Unis n'a absolument rien donné, ce qui montre bien la complexité d'un processus qui, il faut bien le dire, prendra quelques semaines supplémentaires. Donc, je pense que de ce point de vue-là, il faut vraiment raison garder parce que rien ne se décrète aussi facilement, étant donné que c'est très compliqué sur le terrain. Et donc, dans, je dirais, le chronogramme des mesures qui devront être prises, bien avant, évidemment, que soit réellement mis en œuvre ce fameux accord qui pourrait aboutir à la fois à, je dirais, une implication plus grande des États-Unis sur le plan économique, avec notamment un accès au secteur minier, mais également le développement d'une nouvelle dynamique d'intégration régionale. Il faudra d'abord réunir les conditions de la paix. C'est extrêmement important. Ça nous ramène évidemment à la résolution 2773, car je rappelle que dans la déclaration de principe, il est prévu
le retrait des troupes rwandaises. Le Rwanda qui, en étant présent à Washington, confirme son implication dans le conflit et donc sa responsabilité dans la situation qui prévaut dans la partie orientale de notre pays. Actuellement, nous avons les experts qui s'attellent justement à l'examen de ce projet d'accord. Au toilettage du texte, il y aura des navettes entre Kigali et Washington, entre Kinshasa et Washington. Il faudra vraiment prendre son mal en patience. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment de spéculer, de se perdre en conjecture sur ce que pourra donner cet accord. Par contre, on pourra légitimement, effectivement, s'interroger sur la pertinence de certains points qui feront l'objet de discussions pour que l'on aboutisse effectivement à un accord durable dans la sous-région. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Dallas, au Texas, et New York, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, spécialiste en diplomatie internationale. Nous suivons cet élément par rapport aux accords, déclarations de principe et communiqués conjoints de Doha. Suivons et revenons après. Alors que la RDC et le M23 signaient un cessez-le-feu à Doha le 23 avril, les combats ont repris dès le 30 avril au sud Kivu. Pire, malgré la déclaration RDC-Rwanda du 25 avril à Washington, exigeant le retrait des troupes rwandaises, l'ONU confirme la présence de 3 000 à 4 000 soldats rwandais soutenant le M23 Goma, vit sous tension après le retrait précipité des forces de la SADC, chassées par un ultimatum du M23. Les évacuations humanitaires s'enchaînent, mais les armes, elles, ne se taisent pas. Cette paix signée sur papier résistera-t-elle à la réalité du terrain? Est-ce que Doha et Washington pourront finalement offrir à la population congolaise la paix et la sécurité tant recherchées à l'est de la RDC? Ainsi, la vigilance est de rigueur dans chaque décision et initiative qui seront prises par le gouvernement congolais. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre New York et Texas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi. Henri Désiré Nzouzi, nous allons nous appesantir sur la date du 2 mai. C'est un processus. La République démocratique du Congo a saisi la balle au bond concernant l'entente ukrainienne et américaine sur l'accord autour des minéraux stratégiques ou des terres rares. La République démocratique du Congo a formulé ce vœu que les États-Unis puissent être impliqués en République démocratique du Congo. En contrepartie, le gouvernement américain aura droit et accès aux minéraux critiques de la République démocratique du Congo, pour lequel la République démocratique du Congo sollicite le soutien des États-Unis pour pouvoir sécuriser l'Est. On a vu Boulos arriver. Hein? Boulos est allé au Rwanda. La grande question, lorsque Madame Thérèse Kaikwamba s'est rendue à Washington et son homologue rwandais en présence de Marc Rubio, à quel moment le Rwanda est invité à la table, parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Et puis, cet accord de principe tourne autour de quoi? Parce que des éléments importants, le Rwanda était déjà fragilisé par les sanctions internationales avec les Nations Unies qui reconnaissaient pour la première fois l'agression rwandaise. Vous avez l'Union européenne qui a martelé sur le Rwanda. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On remet le Rwanda en selle par la mégarde du gouvernement congolais et américain. Pouvez-vous nous expliquer à quel moment le Rwanda vient
sur la table des négociations directement à Washington? Alors, je crois que la date qui précisément constitue, je dirais, le fait générateur qui justifie amplement la présence du Rwanda à la table des discussions, c'est bien évidemment la rencontre du 18 mars à Doha entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue rwandais Paul Kagame. À partir de là, on voit que les conditions sont à nouveau réunies pour un dialogue direct, même si par la suite, évidemment, on a vu que c'est le M23 qui s'est retrouvé à Doha pour discuter en face à face avec la RDC. Cela étant, il faut être extrêmement précis à ce sujet. Il y a ce qui est apparent et ce qui ne l'est pas. Il y a eu beaucoup de travail en coulisses, notamment de la part des Américains, au-delà évidemment de leur, je dirais, intérêt pour être davantage présent dans le secteur minier et notamment dans celui des métaux critiques pour justement créer des conditions favorables pour qu'un dialogue puisse perdurer entre Kinshasa et Kigali. Il est bien évident que s'il faut discuter des questions de paix et de sécurité, la RDC doit avoir en face un interlocuteur. Et cet interlocuteur, c'est bien évidemment le Rwanda qui est le donneur d'ordre, tout le monde le sait, du M23 qui en fait ne sont que des supplétifs. Maintenant, pour vous répondre très précisément, alors il est vrai qu'une demande avait été formulée aux États-Unis pour une sorte, je dirais, d'échange de bons procédés, un accès aux minerais critiques en échange d'un parapluie sécuritaire. Du point de vue de Kinshasa, c'était le schéma qui était envisagé. Mais, encore une fois, les choses évoluent énormément sur le terrain. Les Américains, qui ne sont guidés que par une seule chose, leur intérêt économique, ont trouvé plus judicieux, de leur point de vue, d'élargir les discussions avec le Rwanda, mais en y incluant la dimension sécuritaire qui inciterait à très court terme le Rwanda à se désengager militairement de la RDC, en espérant évidemment que le Rwanda usera de son influence sur le M23, ce qui n'est pas du tout gagné, vous en doutez. Mais à la lumière de cette déclaration de principe, on a vu un certain nombre de points qui ont été inscrits et qui font l'objet à l'heure actuelle, au moment où nous parlons, de discussions qui constitueront l'avant-projet d'accord qui devra, à terme, probablement à la mi-juin, être signé par les chefs d'État. Mais je comprends tout à fait votre inquiétude, on aura certainement l'occasion d'en discuter, mais n'oubliez pas que ce sont les États-Unis qui sont à la manœuvre et que ce qui est important à leurs yeux, c'est de pouvoir, d'un point de vue économique, avoir l'opportunité de pouvoir contrarier d'une certaine manière les ambitions chinoises, notamment dans le secteur minier en RDC. Et pour ce faire, eh bien, ils ne lésinent sur aucun moyen, y compris celui d'impliquer d'une certaine manière le Rwanda dans la chaîne de valeur que les Américains souhaitent mettre en place, dans l'hypothèse évidemment où ils s'engageraient formellement dans le secteur minier. Henri Désiré Nzuzi, sur la même lancée, Marc Rubio, secrétaire d'État américain, et le président Donald Trump avaient clairement confirmé qu'à la date du 2 mai, qu'il y aurait signature d'accord entre le Rwanda et la RDC. Nous comprenons parfaitement l'anglais. Ils étaient très clairs. Il y avait les médias, il y avait témoins. Comment expliquer que chacun maintenant des partis devrait apporter ses propositions, ses avant-propos de projet d'accord avant la signature? Est-ce que nous ne rentrons pas dans le schéma de Luanda? Est-ce que nous ne rentrons pas dans le schéma de Nairobi où à la fin, au 15 décembre 2024 à Luanda, tout a capoté parce que le président Paul Kagame n'est plus venu? Est-ce qu'on ne va pas vers ce schéma? Alors, je crois que par extrapolation, on peut considérer que le processus actuel de Washington s'est substitué au schéma de Luanda, car je rappelle que Luanda, c'était la dimension externe du conflit qui mettait en avant, bien évidemment, la responsabilité écrasante du Rwanda dans ce qui se passe à l'est de notre pays. Quant au processus de Nairobi, eh bien, il a été remplacé par celui de Doha, puisque vous avez, malgré l'absence des autres groupes armés, vous avez le M23 qui discute directement avec Kinshasa. Mais, vous savez, il faut encore une fois ici
faire preuve de bon sens, mais surtout être coutumier des subtilités, notamment dans les relations internationales. Lorsque vous préparez un projet d'accord ou un avant-projet d'accord, il est tout à fait normal que les partis mettent en avant les points sur lesquels ils ne vont pas transiger ou les points sur lesquels ils pourraient éventuellement être disposés à négocier. Ça se fait par concession, par compromis et par consensus. Et on est dans ce travail. Vous parliez de la date qui avait été avancée par les États-Unis. Je pense qu'il y a eu, de la part de Washington, une forme d'emballement médiatique en confondant vitesse et précipitation. Les Américains ont voulu aller plus vite que la musique. C'est une erreur de leur part. C'est un couac de communication important parce qu'effectivement, le président Trump avait lui-même déclaré que le 2 mai, il y aurait une très belle nouvelle pour le Congo et pour l'Afrique. Rien de tout cela, bien évidemment. On est encore une fois dans les effets d'annonce, ce qui est un peu dommage pour des négociations, des discussions qui demandent beaucoup de sérénité, beaucoup de sérieux, beaucoup de gravité dans l'analyse des différents enjeux, car ce qui est en train de se discuter à Washington va engager dans la durée, en principe, et tenant compte évidemment de l'intérêt bien compris de la RDC, de sa souveraineté, qui, vous vous en doutez, sont inaliénables, c'est un accord qui va engager dans la durée les États-Unis, la RDC et le Rwanda. En s'impliquant aussi fortement, les Américains font un double pari. Le premier, évidemment, c'est de reprendre la main sur le continent africain, où on a assisté notamment à une, je dirais, baisse considérable de l'influence, notamment française. On voit aussi que les Russes essayent de maintenir ça et là leur influence, mais les Chinois, eux, ont pris énormément d'avance, surtout sur le plan économique. C'est un différentiel que les Américains sont déterminés à réduire pour revenir dans le jeu. On le voit notamment avec le fameux couloir de Lobito, pour lequel un investissement de 6 milliards a été consenti et qui sera l'épine dorsale, pour ne pas dire le navire amiral de la stratégie américaine, notamment en RDC et dans la sous-région. Je vous dirais très simplement que, passé ce moment d'agitation médiatique, nous allons revenir aux fondamentaux avec effectivement l'examen sérieux des différentes propositions. Il y a des lignes rouges qui ne devront pas être franchies côté congolais, mais aussi, malheureusement, il faut bien le dire, côté rwandais. Il va falloir trouver des points de convergence pour avancer, et cela devrait, dans les prochaines semaines, peut-être dans les 2 prochains mois, aboutir à une issue heureuse. Mais encore une fois, je le répète, il n'est pas question que la RDC puisse s'engager dans un tel accord si son intégrité territoriale et sa souveraineté sont mises à mal. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre New York et Texas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, spécialiste en diplomatie internationale. Nous allons suivre un élément sur la signature d'accords de principe entre la RDC et le Rwanda au secrétariat d'État américain, et nous revenons après. Le 25 avril 2025, un accord de principe historique a été paraphé à Washington entre la RDC et le Rwanda, sous l'égide des États-Unis. Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères congolais, et Olivier Nduhungirehe, représentant du Rwanda, ont scellé cet engagement en présence du secrétaire d'État américain, Marco Rubio. Initialement prévue pour le 2 mai, la signature finale de l'accord de paix est désormais reportée à juin 2025. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, est fier de travailler pour un président qui a fait de la paix mondiale son objectif. Que nous devons avoir pour parvenir à une résolution. Je suis fier de travailler pour un président qui a fait de la paix mondiale stable, une priorité de cette administration, et aujourd'hui en est la preuve. Il veut voir une résolution pacifique dans de nombreuses parties du monde, mais il veut voir une résolution pacifique ici. Et nous voulons jouer un rôle constructif, productif, important et clé pour garantir que cela puisse se produire. Aujourd'hui ne marque pas une fin, mais un commencement pour un cheminement vers la paix, selon les propos de Thérèse Kayikwamba Wagner. Aujourd'hui ne marque
Pas une fin, mais un commencement, une étape nécessaire vers la paix prise avec détermination et objectif. Ce moment revêt une importance particulière pour la République démocratique du Congo. À Goma, à Bukavu, et au-delà, la réalité du déplacement, de l'insécurité et des difficultés persiste. Pour nous, l'urgence de cette initiative n'est pas théorique, elle est humaine. Nous signons cette déclaration de principe non pas comme un geste symbolique, mais comme un engagement politique. Une réaffirmation des principes inscrits dans le droit international et récemment réitérée dans la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution appelant au retrait immédiat, inconditionnel et vérifiable de toutes les troupes étrangères du territoire souverain de la RDC. Nous sommes clairs sur le fait que dans la région des Grands Lacs, la paix doit venir en premier, suivie par la reconstruction de la confiance. Et ensuite, seulement lorsque les conditions sont réunies, la réouverture prudente d'un chemin vers une coopération bilatérale significative. Une question persiste dans l'opinion congolaise. Comment le Rwanda, souvent perçu comme partie prenante des tensions, se retrouve-t-il à la table des négociations? Les attentes le sont fortes pour que Kinshasa préserve ses intérêts dans ce processus délicat. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, producteur associé du JT diplomatique. Henri Désiré Nzouzi, une autre analyse d'une autre dimension par rapport à la présence du Rwanda sur la table des négociations. Une certaine opinion pense que les États-Unis voudraient faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire les États-Unis voulant à tout prix exploiter les ressources de la République démocratique du Congo, penserait que le Rwanda aurait des infrastructures qui pourraient lui faciliter l'accès au traitement des minerais de la République démocratique du Congo. Donc, le Rwanda constituerait une valeur ajoutée. Et pour ne pas séparer les uns aux autres et donner plus de processus, rassembler le Rwanda et la RDC dans cette optique. Est-ce que c'est tenable? Si c'est tenable, comment barrer la route à ce processus qui est quelque part d'aliéner l'intégrité territoriale et les intérêts de la République démocratique du Congo? Bon, d'abord, vous conviendrez avec moi qu'on est très loin du deal originel. Là, on est vraiment dans autre chose. Mais, encore une fois, ça, c'est la stratégie américaine. Il nous appartient, à nous, Congolais, de faire prévaloir nos intérêts bien compris. Et ça, c'est fondamental. Les Américains ont le beau rôle d'une certaine manière, puisqu'ils réunissent la partie congolaise et la partie rwandaise. Ils ont même la capacité d'imposer d'une certaine manière leur vue. Vous avez d'un côté la RDC qui souhaite mettre un terme rapidement à ce conflit, et vous avez de l'autre côté un Rwanda qui souhaite sortir par le haut, je dirais, par une sortie honorable. Excusez-moi d'utiliser cet euphémisme-là, mais ce qui se passe à Washington permet précisément à Kigali de sauver les meubles en termes d'image. Alors, vous l'aurez compris, les Américains, dans leur volonté d'accéder aux minerais critiques, veulent précisément s'assurer que de l'extraction à la commercialisation, eh bien, toutes les chaînes de valeur seront impliquées et concernées. Dans leur analyse de la situation, le Rwanda dispose effectivement d'infrastructures qui peuvent leur permettre, une fois l'exploitation faite en RDC, de pouvoir transformer, raffiner à bon compte au Rwanda. Mais je vous demande de vous attarder un moment sur le symbole, puisqu'on parle quand même d'un pays qui a semé la mort et la désolation en RDC et qui va se retrouver au cœur d'un dispositif qui permettra aux Américains d'exploiter à bon compte nos ressources. Je laisse ce débat moral à d'autres qui en ont davantage les compétences, mais nous sommes effectivement au cœur de ce que l'on appelle les relations internationales, c'est-à-dire qu'à un moment donné, compte tenu des dynamiques qui se multiplient, compte tenu des convergences de vues qui peuvent survenir sur des sujets donnés, compte tenu de la réelle politique, il y aura certainement des choses que nous, Congolais, devrons accepter pour obtenir la paix.
Et ça, vous l'aurez compris, ça fera l'objet d'un autre débat. Plusieurs médiations internationales en RDC. Le conflit à l'est de la RDC implique plusieurs médiations internationales. États-Unis d'Amérique, Qatar, Union africaine et d'autres cadres comme Luanda, Nairobi et la MONUSCO. Cette pluralité crée une pression, mais engendre aussi des chevauchements et incohérences. Une médiation unifiée semble nécessaire. Henri-Désiré Nzouzi, comment surmonter cette dispersion des médiations? Et de deux, une médiation unique peut-elle réduire les incohérences? Bon, vous aurez compris que ce qui se passe à Doha n'a rien à voir avec ce qui se passe à Washington. On a compris qu'à Doha, les discussions se faisaient entre le M23 et Kinshasa sur des questions spécifiques d'ordre sécuritaire, même s'il est vrai qu'au niveau de Washington, certaines de ces questions sont abordées, mais avec notamment un volet humanitaire et un volet économique. Je vous dirais que à terme, il va falloir privilégier une convergence des initiatives. Peu de gens le savent, mais la France est à l'origine de la médiation du Qatar, parce que c'est une initiative conjointe, mais dans laquelle le Qatar a pris le leadership compte tenu de l'influence que l'émir a sur Paul Kagame et sur son amitié avec notre président de la République. Et donc, vous avez au niveau de la communauté internationale des pays qui sont en première ligne. Si je prends l'exemple de la France, parce que beaucoup pourraient se poser la question de savoir pourquoi la France apparaît subitement dans les discussions à Doha. C'est la première raison, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, il s'agit effectivement d'une prise d'initiative qui avait été faite en son temps par Emmanuel Macron vis-à-vis de l'émir et qui a abouti à cette médiation. La deuxième chose, évidemment, vous l'aurez compris, Paris a été en pointe, notamment dans la rédaction de la résolution 2773 qui a été adoptée, je le rappelle, le 21 février dernier, et dans lesquelles, évidemment, vous avez les différentes mesures emblématiques, le retrait des troupes rwandaises, retrait de Bukavu et de Goma par le M23, etc. Troisième raison qui justifie la présence de Paris, c'est que Paris fait partie de ce que l'on appelle le groupe de contact international aux côtés des États-Unis, du Qatar et du Togo, qui, je le rappelle, assure la médiation par le biais de son président, Faure Gnassingbé. Donc vous avez tous ces acteurs qui, au moment où nous parlons maintenant, s'inscrivent dans une dynamique qui consiste à faire converger les différentes initiatives. Dans le communiqué final de la rencontre qui s'est tenue le 30 avril à Doha, eh bien, toutes les parties, évidemment, se félicitent de la signature de la déclaration de principe et appellent évidemment toutes les parties à œuvrer dans un sens pour précisément garantir les conditions d'une paix durable. Donc, ce qui pourrait apparaître comme un catalogue de bonnes intentions est en fait un engagement pris par les différents protagonistes pour que, précisément, toutes les conditions soient réunies pour que l'on puisse précisément aboutir à une solution durable. Dans toutes ces médiations, est-ce qu'il y a un leadership qui sort du lot? Le leadership américain, qatari ou Union africaine, est-ce qu'il y a un des leaderships qui veut sortir du lot pour pouvoir cheminer toutes les autres médiations à converger sur un objectif? Alors, l'idéal, évidemment, serait que les initiatives soient complémentaires. Nous espérons qu'elles le soient. Mais les États-Unis, disons, en se mettant en première ligne, prennent la pleine mesure de la gravité de la situation et prennent donc leurs responsabilités. On leur a beaucoup reproché d'avoir été absents durant toutes les différentes phases du processus, maintenant qu'ils sont à la manœuvre, avec, il faut bien le dire, les arrière-pensées géopolitiques et stratégiques, c'est de bonne guerre, on ne doit pas leur en faire le grief. Ce qui est important à ce stade-ci, c'est que c'est ce que nous, Congolais, allons faire de ces deux initiatives qui ont de toute façon vocation à converger, parce que la dimension externe de ce conflit qui jadis était traité par Luanda est aujourd'hui traité à Washington, et la dimension interne est traité à Doha. Donc, il va falloir de toute manière
trouver des points de convergence avec chaque fois des acteurs qui ont une influence sur les uns et les autres. Le Qatar ayant une influence sur le Rwanda et les RDC, de la même manière que la France a une influence sur le Rwanda, les États-Unis ont eux aussi une forme d'influence sur la RDC compte tenu des attentes de Kinshasa, mais aussi sur Kigali. Et donc, tout le monde, évidemment, a les yeux rivés vers les États-Unis. Mais je pense que ici, il est important de ne jamais perdre de vue que tout ceci ne nous garantira pas un retour à la paix. Nous sommes dans un moment important, un moment, je dirais, significatif en termes d'étapes franchies. Je dirais que sur le papier, toutes les conditions sont réunies pour qu'on arrive effectivement à un accord, mais ce qui va être déterminant, me semble-t-il, c'est la bonne foi des signataires. Et quand je dis la bonne foi des signataires, que ça soit à Doha avec le M23 ou à Washington avec le Rwanda, vous devez comprendre et savoir que dans ce processus, chacun aura à cœur de tirer la couverture de son côté. Et donc, il faudra aussi être attentif aux gestes, aux symboles, aux signes qui seront envoyés par les différentes médiations et voir comment est-ce que chacun pourra s'imbriquer, s'impliquer et surtout, je dirais, être en capacité de pouvoir influer le moment venu sur le cours des choses. Autre sujet, visite du vice-premier ministre belge Maxime Prevot en RDC du 9 au 10 avril 2025. La Belgique réaffirme son soutien à la RDC, condamne le Rwanda et se dit prêt à investir dans les infrastructures, l'énergie et le secteur minier. Henri Désiré Nzouzi, comment la Belgique pourrait-elle concrétiser son appel à des sanctions concrètes contre Kigali sans compromettre ses intérêts diplomatiques? Ensuite, quelle garantie institutionnelle pourrait assurer que ces investissements profitent véritablement au développement des Congolais? Henri Désiré Nzouzi. Alors, avant de vous répondre, il faut vous compreniez une chose. Bien avant que l'Union européenne n'adopte des sanctions ciblées contre le Rwanda, il y a des voix qui se sont élevées au niveau européen, mais aussi sur le continent africain, pour considérer que toute sanction contre le Rwanda serait contre-productive et braquerait ce dernier dans les discussions à venir. Nous sommes à un moment très particulier. D'abord, j'aimerais rendre un hommage appuyé au rôle que la Belgique a joué, notamment au niveau de l'Union européenne, pour l'adoption de sanctions. La Belgique a été en première ligne, elle a pris un certain nombre d'initiatives qui ont été suivies d'effets. Mais maintenant, il y a Doha et Washington. Il serait quelque peu, me semble-t-il, assez curieux que des sanctions continuent à pleuvoir alors que les négociations ont commencé. Et toute initiative qui serait de nature à braquer ou à contrarier Kigali, même en tant que moyen de pression, pourrait être fatale pour la suite des échanges. Parce que vous savez que Paul Kagame, c'est quelqu'un d'extrêmement impulsif et d'impatient, et donc il peut prendre prétexte de n'importe quelle situation pour occulter sa responsabilité et donc se retirer de la table des discussions. Donc là, pour l'instant, il s'agit de ménager la chèvre et le chou pour éviter précisément que l'on retombe dans les travers, notamment du 15 décembre dernier, vous l'avez évoqué, lorsque Paul Kagame a tout simplement posé un lapin à son homologue congolais et à son homologue angolais. Donc, aujourd'hui, la Belgique, effectivement, est en capacité de jouer, je dirais, sa propre partition. Elle le fait, bien évidemment, dans l'intérêt bien compris de la RDC, mais aussi de ses intérêts. La Belgique a toujours été considérée au niveau de l'Union européenne comme le spécialiste maison pour les questions congolaises. Je pense que à ce niveau-là, il faut, je dirais, s'en féliciter. Et je pense que la Belgique est suffisamment intelligente au niveau de sa diplomatie que pour ne pas entreprendre d'initiatives qui pourraient, d'une certaine manière, fragiliser ou tout simplement braquer tel ou tel protagoniste dans les discussions actuelles. Le partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre New York et Dallas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, spécialiste en diplomatie internationale. Nous allons suivre un élément concernant les différentes médiations par rapport à la situation à l'est de la République démocratique du Congo et nous revenons après.
L'implication du Rwanda et son soutien aux groupes armés plongent l'Est de la RDC dans une crise persistante depuis 2019. Malgré l'accord de Luanda en juillet 2022 sous médiation angolaise, les violences les continuent. Le processus de Nairobi échoue à intégrer le M23, réduisant son efficacité. Alors que l'ONU prolonge la MONUSCO en 2022, les tensions s'aggravent. Le 15 décembre 2024, l'absence du président rwandais, Paul Kagame, fait échouer la signature d'un accord à Luanda. En avril 2025, Washington obtient une déclaration de principe, reportant l'accord final à juin 2025. La force est-africaine se retire fin 2023, jugée inefficace. La médiation qatari de 2025 n'a pas d'impact sur le terrain. Les États-Unis prennent désormais les rênes, liant investissement minier à la paix. Pourtant, le M23 et les militaires rwandais maintiennent leur présence à Goma, Bukavu et ailleurs. Avec l'émergence de nouvelles médiations, l'UA, avec le président togolais, Faure Gnassingbé, et la France d'Emmanuel Macron, la question demeure. Ces initiatives multiples apporteront-elles enfin la stabilité ? Tout se jouera peut-être en juin 2025, si l'accord de Washington parvient à convaincre le Rwanda et à ramener la paix pour les populations congolaises. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous depuis New York Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, producteur associé du JT diplomatique en connexion avec Dallas au Texas. Henri Désiré Nzouzi, nous allons parler de la 6e édition du Katanga Business Meeting qui aura lieu du 14 au 16 mai 2025. Le Katanga Business Meeting promeut le développement minier responsable. Il attire investisseurs et décideurs pour renforcer le retombée économique locale. Henri Désiré Nzouzi, comment cet événement peut-il articuler responsabilité environnementale et attractivité économique, ainsi que quels garde-fous peuvent garantir que les retombées financières du secteur minier bénéficient effectivement aux communautés locales? Alors, ce qu'il faut d'emblée rappeler, c'est que le Katanga Business Meeting a été lancé en 2014. C'est le premier salon multisectoriel B2B de RDC qui, au-delà des questions minières, compte tenu de la localisation géographique de l'événement, je rappelle qu'il avait commencé d'abord à Lubumbashi avant, depuis maintenant 3 ans, d'être délocalisé à Kolwezi. C'est un rendez-vous effectivement très important qui traite des activités connexes au secteur minier à tous les niveaux, infrastructure, énergie, transport, services, finances, etc., et qui met aussi en avant le potentiel du grand Katanga. C'est vrai que le focus sur le Lualaba est à la fois conforme au statut de cette province. Je rappelle que c'est la capitale mondiale du cobalt, mais surtout une manière de pouvoir attirer les investissements dans cette partie du territoire qu'on a bien besoin, puisque actuellement, la province du Lualaba est en pleine croissance. Donc, c'est un rendez-vous très important, vous l'avez évoqué, les questions environnementales, mais également celles qui sont liées à la responsabilité sociale et sociétale des entreprises sont prises très au sérieux, car vous le savez, les entreprises minières notamment évoluent dans des environnements dans lesquels, il y a une forme de responsabilité à pouvoir améliorer le cadre de vie des zones dans lesquelles opèrent ces différentes entreprises. C'est aussi et surtout une formidable opportunité pour la province de pouvoir montrer les différentes opportunités qu'elle propose en matière d'investissement, et c'est aussi une manière de, mettre en avant, le dynamisme des entrepreneurs locaux, que ce soit les sous-traitants, que ce soit les entreprises, que ce soit les porteurs d'affaires et de projets qui, ensemble, dans le cadre des activités qui sont les leurs, donnent à cette province, en particulier et en RDC en général, une forme de dynamisme économique. Nous suivons un élément sur Kas Muti. Revenons après.
Bâtir notre futur incarne l'esprit de cette 6e édition du KBM, tournée vers un avenir prometteur en RDC. Assistez à des conférences inspirantes et engagez des discussions stratégiques avec des leaders et des investisseurs. Explorez une zone d'exposition de 10 000 m² et connectez-vous avec plus de 2000 participants venus de divers horizons. Les 15 et 16 mai, Colosi devient le centre de l'innovation et des opportunités d'affaires. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et bâtissons ensemble le futur de la RDC. Nous sommes en connexion entre New York et Dallas où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi. Funérailles du pape François qui s'est tenue le 26 avril 2025. La cérémonie réunissant une centaine de délégations mondiales est devenue une plateforme diplomatique illustrée par la rencontre Trump-Zelensky. Le pontificat de François a influencé la paix, l'écologie et la justice sociale. Henri Désiré Nzouzi, à votre avis, comment cet événement religieux a-t-il pu relancer des dialogues diplomatiques restés en suspens? Et surtout, le successeur du pape François pourrait-il, selon vous, renforcer la voie diplomatique du Vatican? Et l'Afrique est-elle prête pour un pape d'origine africaine tel que le cardinal Ambongo? D'abord, l'espace d'un moment, on a bien vu que le Vatican est devenu ou est redevenu, c'est selon le centre du monde et l'épicentre diplomatique avec des chefs d'État et de gouvernement qui, en temps normal, s'évitent ou ne se rencontrent qu'une fois l'an, notamment pendant la session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Le moment ici est très particulier puisque vous aviez à la fois des crises pendantes, mais qui chacune font l'objet de négociations directes ou indirectes. On pense évidemment au conflit en Ukraine ou à l'est de la RDC, dans la bande de Gaza et voire d'autres crises périphériques. Et donc, il était tout à fait normal que chacun puisse prendre, je dirais, la peine, ou en tout cas de saisir l'opportunité de pouvoir relancer une sorte de dialogue qui, dans certains cas, était au point mort, il faut bien le dire. Hein. Tout le monde a effectivement été frappé par cette image très symbolique où l'on a vu les présidents américains et ukrainiens, hein, le président Trump et Zelensky, discuter en tête-à-tête sur des questions qui, quelques jours après, hein, ont été l'opportunité de montrer qu'il y avait eu effectivement les prémices d'un accord. Donc c'est tout à fait normal. Par rapport à la succession du pape aujourd'hui, eh bien, ce serait très compliqué de faire un pronostic. On reste évidemment, comme à chaque élection, dans l'expectative avec éventuellement des perspectives de voir comme ça un pape venu d'une autre zone géographique revenir. Mais si je peux donner mon point de vue personnel, je pense que le prochain pape, à mon avis, devrait être quelqu'un au profil beaucoup plus consensuel et plus classique. Ça veut dire qu'il faudra vraisemblablement aller trouver ce pape dans les rangs des cardinaux européens. On voit bien que les Italiens sont en première ligne pour cela. Ce sera, à mon avis, un pape de transition, parce que la difficulté de pouvoir précisément trouver un digne successeur, puisqu'il remet en aucun cas les qualités des différents protagonistes, mais à mon sens, ce sera un pape de transition, ou en tout cas quelqu'un qui devra impérativement cocher un maximum de cases, ce qui est quasiment, je dirais, mission impossible. Voir arriver un pape africain, oui, peut-être, mais certainement pas maintenant, parce que je pense qu'il y a encore des résistances face à ce phénomène. Il était autant beaucoup plus facile de faire monter un pape d'origine sud-américaine qu'un pape africain, parce qu'il faut déjà que les Africains soient unis à ce niveau-là, ce qui est absolument loin d'être le cas.
Henri-Désiré Nzouzi, le plan de paix de Donald Trump pour l'Ukraine, jusqu'à cette date, le plan qui impose à l'Ukraine la perte de 20% de son territoire et une neutralité stratégique divise l'opinion mondiale. À votre avis, quelle voie diplomatique recommanderiez-vous pour concilier respect de la souveraineté ukrainienne et volonté de paix durable? Ainsi que signifierait, selon vous, l'acceptation d'un tel compromis territorial pour le droit international et la stabilité géopolitique mondiale? Les Ukrainiens ont signé cet accord avec les Américains. Donc, il y a des dispositions qui étaient totalement inacceptables, qui figuraient dans les premières moutures qui avaient été proposées à Zelensky. Tout le monde se souvient notamment de la volonté des Américains de préempter 50% des ressources minières stratégiques du pays. Tout le monde se souvient aussi de la volonté de Donald Trump de récupérer en fait les sommes considérables que l'Ukraine avait reçues au titre de l'effort de guerre de la part des Américains. Tout le monde se souvient aussi d'un certain nombre de conditions inacceptables. Ces conditions inacceptables ont été petit à petit balayées les unes après les autres, et on a vu un Trump, ce qui est assez inhabituel d'ailleurs, revenir à de meilleurs sentiments, se montrer beaucoup plus souple, mais tout en quittant évidemment le processus de discussion avec la Russie. Donc on voit très bien là effectivement que le réflexe du businessman a repris ses droits. À partir du moment où vous avez obtenu ce que vous voulez d'un côté, eh bien vous n'avez aucun scrupule à refuser, à rejeter ou à vous éloigner d'autres chantiers, pour le coup, qui peuvent éventuellement vous mettre en porte-à-faux. Il faut dire que les Russes ont évidemment aidé Trump dans cette démarche, puisque vous vous en souvenez, le président Trump avait à un moment donné évoqué le fait que Vladimir Poutine s'était joué de lui d'une certaine manière. Donc on en est un peu là. Vous savez, là, les Ukrainiens sont vraisemblablement, c'est le cas de Zelensky, satisfaits de cet accord, mais qu'il ne résout absolument rien. Parce que si les Américains auront à cœur de sécuriser leurs investissements, il faudra juste voir quelle forme prendra cette sécurisation, mais cela n'enlèvera en rien les ambitions hégémoniques de la Russie. Aujourd'hui, nous sommes dans une forme de pause, même s'il y a eu effectivement ces dernières semaines des frappes extrêmement meurtrières sur Kiev et ses alentours, mais je pense que Vladimir Poutine ne va pas se satisfaire de la Crimée ou de l'Oblast, tout le Donbass, et aura certainement à un moment donné à cœur d'aller plus loin et plus haut. La question maintenant est de savoir ce qu'il serait prêt à faire. Mais pour l'instant, on va dire que les Ukrainiens ont d'une certaine manière obtenu satisfaction par rapport à leurs propres revendications, mais que le chemin vers la paix reste extrêmement long et difficile. Prenons le dernier sujet de notre entretien de ce jour, bilan des 100 jours du président Donald Trump. Avec un taux d'approbation de 44%, le second mandat de Trump démarre sur une note controversée. Économie ralentie, tensions commerciales, mais frontières mieux contrôlées. Henri-Désiré Nzouzi, quelle marge de manœuvre dispose de Trump pour relancer la croissance tout en maintenant son protectionnisme? Et surtout, quel effet à long terme sa politique étrangère unilatérale pourrait-elle avoir sur l'ordre mondial, notamment en matière de leadership américain? Alors, je pense que pour se forger une idée, une opinion sur les 100 jours de Donald Trump, il faut le faire à l'aune des décisions qu'il a prises depuis le 20 janvier dernier. Sur le plan de la politique intérieure, on a vu qu'il a réalisé ce que beaucoup de partis d'extrême droite n'ont de cesse de rêver en Occident, c'est de renvoyer comme ça par charter entier des étrangers qui sont considérés comme soit des empêcheurs de tourner en rond ou qui précisément viennent prendre le travail des autochtones, ce qui est évidemment une idée totalement fausse. La brutalité avec laquelle le président Trump a pris ses décisions, que ce soit dans le domaine de la sécurité, dans le domaine social, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la justice,
montre à quel point le désamour aujourd'hui est très important. Vous avez une partie des électeurs qui avaient porté leur suffrage sur Donald Trump, qui aujourd'hui se posent la question de savoir si le choix qu'ils ont fait en novembre dernier était véritablement conforme à leurs aspirations, ou si au contraire, on allait vers autre chose. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas fini. Il y a eu différents sondages qui ont été réalisés pour essayer de comprendre la perception des Américains, mais aussi des Européens sur les 100 jours de Trump. Et la conclusion, si je puis l'exprimer ainsi, qui s'impose, c'est que depuis près de 250 ans, jamais les États-Unis, dans leur histoire, n'avaient connu un chef d'État comme Donald Trump, qui, en prenant des mesures à la fois brutales, controversées, était à un moment donné considéré comme une vraie menace pour la sécurité. Est-ce qu'il n'est pas à l'image de l'heure des 30 ans? Est-ce que c'est pas l'époque qui exige cela? Non, non, pas du tout, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de ruptures dans l'histoire de ce monde, des ruptures qui ont été largement documentées, mais c'est des ruptures qui, et très rares d'ailleurs, hein, mettaient en présence quelqu'un qui détricotait dans son propre pays le contrat social, hein, ce qui constitue le socle même de la solidarité. Et quand vous décidez de suspendre le ministère de l'Éducation, excusez-moi, mais moi j'aime bien cette phrase d'Abraham Lincoln qui un jour a dit: si vous trouvez que l'éducation coûte trop cher, essayez l'ignorance. Et je crois que c'est ça, en fait, qu'il faut avoir présent à l'esprit. Vous ne pouvez pas vous battre contre tout le monde, vous ne pouvez pas vous réveiller le matin et renverser la table parce que vous considérez que telle personne ne vous plaît pas, tel média ne vous plaît pas, tel système ne vous plaît pas. Ça ne marche pas comme ça. L'histoire de ce pays, et ce n'est pas le seul, est fait de pouvoir et de contre-pouvoir. Et ce qui permet le vivre ensemble, ce qui permet de pouvoir confronter les idées, partager des valeurs communes et converger dans une seule et même direction, c'est justement ce dosage subtil entre ce qui permet de maintenir un équilibre entre tous les pouvoirs et ce qui permet aussi de donner de la perspective et de l'avenir aux populations. Ici, vous avez une démarche qui consiste à monter les Américains les uns contre les autres, à monter le Sud contre le Nord, l'Est contre l'Ouest. C'est très compliqué. Et je vous dirais qu'à un moment donné, vous savez, c'est comme une cocotte minute. Hein. À un moment donné, voilà, la cocotte, elle va exploser. Henri Désiré Nzouzi, nous allons suivre un élément à la régie sur le 100 jours du président Donald Trump. 100 jours après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump marque déjà l'Amérique de son empreinte. Sur le plan intérieur, ses partisans saluent une fermeté retrouvée, réduction drastique de l'immigration, baisse d'impôts historiques et dérégulation économique. Mais l'opposition dénonce une démocratie sous tension, avec des attaques répétées contre la justice et les médias. L'économie américaine résiste, portée par les secteurs énergétiques et industriels. Pourtant, les critiques s'accumulent, creusement des inégalités, tensions syndicales et incertitudes sur le système de santé. À l'international, le America First s'impose avec force. Retrait d'accords climatiques, pression sur l'OTAN et guerre commerciale relancée avec la Chine. Sur la scène mondiale, Trump joue la carte du rapport de force. Alliance longue révisée, soutien inconditionnel à Israël et pourparlers directs avec la Corée du Nord. Mais l'isolement diplomatique guette. L'Europe s'éloigne. Le Moyen-Orient reste instable et la rivalité avec Pékin menace l'équilibre géopolitique. Reste une inconnue majeure. L'élection de novembre. Malgré une base républicaine galvanisée, les procédures judiciaires et une opposition démocrate en ordre de bataille pourraient maintenant bouleverser l'équation. 100 jours après son retour au pouvoir, Donald Trump mène une politique africaine ambivalente, tout en réduisant drastiquement les fonds de l'USAID pour la santé, l'éducation et l'agriculture en Afrique. Et parmi les 43 pays susceptibles de faire l'objet de restrictions d'entrée aux États-Unis, selon un projet d'ordonnance exécutive de l'administration Trump en mars 2025, 22 sont des pays africains. Son administration tente néanmoins de jouer les médiateurs, facilitant en avril 2025 un accord RDC et Rwanda.
Un accord définitif est attendu pour juin 2025 à Washington, alors que les crises au Sahel et en RDC persistent. Une approche qui mêle désengagement humanitaire et initiatives diplomatiques ciblées, laissant l'Afrique partagée entre espoir et déception. Son administration signe de nouveaux accords sur les minerais critiques, essentiels à l'industrie américaine. Mais son silence sur les crises au Sahel et en RDC suscite des critiques. Une approche America First qui divise encore. De retour sur ce plateau numérique, nous avons reçu pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, auditeur associé du JT diplomatique. Henri Désiré Nzouzi, nous atterrissons déjà. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce JT diplomatique parce que nous voyons sur le plan international, les choses bougent? Oui, alors évidemment, tout le monde a les yeux rivés sur Washington, où se poursuivent les discussions. Je rappelle que c'est un processus qui va prendre encore un peu de temps. Kinshasa devra être extrêmement attentif à la défense de ses intérêts pour ne pas signer un accord qui pourrait le fragiliser davantage. Kigali aura certainement à cœur de sortir par le haut en faisant oublier les différentes sanctions qui ont été prises contre elle. Les États-Unis ont évidemment un agenda à la fois économique et stratégique pour, d'une part, contrarier les ambitions de la Chine sur le continent africain et se relancer sur le plan diplomatique. Pour ce qui est de Doha, eh bien, nous sommes dans la même dynamique. Il faudra que Kinshasa, effectivement, puisse trouver le moyen le plus important de préserver l'essentiel, c'est-à-dire l'intégrité territoriale et sa souveraineté, sans que cela ne soit aliéné de quelque manière que ce soit. C'est un exercice qui risque d'être très difficile parce que vous avez différents protagonistes qui, à un moment donné, voudront user de leur influence pour que l'on obtienne assez rapidement, je dirais, un accord, mais un accord qui ne devra en aucun cas être signé dans n'importe quelle condition. Vous venez d'évoquer les 100 jours de Donald Trump, il ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Je pense que d'ici 3 mois, nous pourrons faire un bilan de ces 6 premiers mois. Comment les choses se mettront en place aux États-Unis? On voit déjà une forme de résistance se met en place, que ce soit au niveau des juges, au niveau de certaines villes américaines, au niveau de certaines corporations qui vivent assez difficilement d'ailleurs les mesures brutales qui ont été prises par le président Trump. Vous avez à l'international ce fameux dossier relatif aux tarifs douaniers, aux droits de douane, mais aussi au niveau migratoire, où un certain nombre de choses ont été mises en place et qui aujourd'hui fragilisent, je dirais, les relations à l'international. Les États-Unis qui sont déjà sortis de l'OMS, qui font la fine bouche depuis très longtemps avec l'UNESCO, peuvent très bien sortir d'autres cadres importants qui sont des cadres, je dirais, consensuels. C'était déjà le cas de l'accord de Paris. Il y a beaucoup de choses qui, au fond, permettent de pouvoir garantir une forme de multilatéralité dans la prise de décision par rapport aux grands enjeux et défis qui s'imposent à nous dans le monde, mais on voit très bien qu'il y a cette tentation d'isolationnisme, mais un isolationnisme qui s'exprime à l'extérieur, à l'international, sur des dossiers qui peuvent effectivement braquer les uns et les autres. Henri Désiré Nzouzi, un grand merci d'avoir participé à ce programme depuis New York en connexion avec le Texas. Merci de m'avoir reçu. De partout, vous l'avez suivi, nous avons reçu pour vous Henri Désiré Nzouzi, qui est expert en diplomatie internationale et producteur associé du JT diplomatique. Nous vous prions de rester branchés à nos programmes et suivez-nous à Kinshasa sur Géopolis TV et sur notre plateforme YouTube, Wangila Connect et tous les restes des réseaux sociaux. À la prochaine, que Dieu vous bénisse. Ciao.